a fait énormément réagir Charlotte Dornelas en parlant du ras-le-bol des Français sur la fraude sociale. Disons, ils n'ont aucune envie de voir que des personnes peuvent bénéficier d'aide, les renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. Comment comprendre cette déclaration et l'indignation qu'elle a suscitée à gauche ? Alors, il est clair, Guillaume vient de nous parler de l'immigration, il est clair que là, le gouvernement, à pouvoir d'envoyer tous les ministres, doivent aller parler de tous les sujets possibles, sauf la réforme des retraites qui n'existe plus dans le discours du gouvernement. Voilà, et ils sont les seuls peut-être dans le pays, mais ils sont clairement passés à autre chose. Et c'est la volonté affichée, parce qu'en l'occurrence, Bruno Le Maire est venu nous en parler, Gabriel Attal lui-même en a parlé, et il avait déjà dit, avant qu'on parle de la réforme des retraites, qu'il travaillait sur ce sujet des fraudes fiscales et sociales et qu'il avait des propositions à faire. Il nous a rappelé ces jours-ci qu'il les ferait bientôt. Alors évidemment, ce sujet-là, de la même manière que l'immigration, il fait peut-être beaucoup hurler dans certains milieux, notamment dans les milieux qu'on appelle ceux des élites, mais il est beaucoup plus consensuel dans la population. Donc ce gouvernement n'est pas fou. S'il revient sur le terrain avec la question de l'immigration, avec la question de la fraude de manière générale, c'est parce qu'il sait, notamment auprès des actifs qui sont les plus hostiles à la réforme des retraites, que ce sujet est quand même assez consensuel dans la population. Alors en revanche, il a fait hurler la gauche, ça c'est sûr. On a eu 3 sortes de hurlements, qu'on connaît un peu par cœur, mais qui quand même sont toujours intéressants. On nous a dit c'est une diversion. Alors oui, non, oui, c'est un peu une diversion par rapport... En fait, tout est diversion quand la personne d'en face ne parle pas de ce dont vous voulez vous parler. Donc oui, c'est une diversion pour tous les gens qui voudraient continuer le débat sur la réforme des retraites. Et d'un autre côté, si on se place du point de vue du gouvernement, ils n'ont pas le choix que de parler d'autre chose. Donc bon, voilà, cet argument-là, c'est un argument très utilisé en politique. Il n'est pas faux, mais bon, il ne fait pas avancer le schmilblick non plus. C'est pas vraiment un argument de fond. Ensuite, on a eu l'accusation en racisme, en division et en xénophobie. Évidemment, parce que c'est la phrase l'argent renvoyé au Maghreb, c'est le mot Maghreb qui en fait a fait disjoncter tous les gens qui écoutaient Bruno Le Maire. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il a été prononcé par Bruno Le Maire. Et alors j'ai pris le tweet de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il y a eu beaucoup de réactions assez diverses, mais Jean-Luc Mélenchon me semblait très représentatif. Jean-Luc Mélenchon, on lui parle de la fraude sociale éventuelle de certaines personnes qui sont donc des fraudeurs et qui éventuellement renverraient leur argent au Maghreb ou ailleurs. Et Jean-Luc Mélenchon réagit. Chers compatriotes musulmans ou originaires comme moi du Maghreb, préparez-vous. Pour faire diversion, le gouvernement annonce par la voix de Bruno Le Maire une nouvelle campagne pour vous montrer du doigt sans froid. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il a toujours le même genre de réaction. C'est-à-dire que quand on parle de la délinquance qui existe en particulier dans certains quartiers, notamment dans les banlieues, Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression qu'il ne finit par considérer la banlieue que comme habitée par des délinquants. Donc la banlieue, le vrai problème de la banlieue, c'est que les gens ont peur de la police. Alors, objection, il y a énormément de gens en banlieue qui ne supportent plus la présence des délinquants et qui rêveraient précisément d'avoir la police. Mais lui, Jean-Luc Mélenchon, il nous dit en banlieue, les gens ont un problème avec la police. Non, les délinquants ont un problème avec la police. L'immense majorité des délinquants a un gros problème avec la police, en effet. Mais c'est lui qui réduit sa manière de voir les choses, notamment dans ces quartiers-là, et qui essentialise en ne parlant que de cette question-là. Eh bien là, Jean-Luc Mélenchon réagit exactement de la même manière. Quand on vise, parce qu'on peut discuter, moi je serais assez prête à dire avec Mathilde Panot, ça ne m'arrivera pas souvent, que la ficelle est un peu grosse dans la déclaration de Bruno Le Maire. On y reviendra. Il dit ça, évidemment, pour attirer l'attention d'une partie des Français. C'est parfaitement vrai. Simplement, quand on vise la fraude, que l'argent soit envoyé au Maghreb ou ailleurs, on ne vise pas les compatriotes musulmans, on vise les fraudeurs. On vise les fraudeurs. Et parmi les fraudeurs, certains renvoient de l'argent au Maghreb. Très bien. Mais en l'occurrence, les compatriotes musulmans, il y en a beaucoup, et Jean-Luc Mélenchon devrait s'en rendre compte, qui payent des impôts, qui sont actifs et qui probablement n'en peuvent plus de la fraude non plus. Comme tout le reste des Français, en réalité. Puisque les compatriotes musulmans, s'ils sont compatriotes, ils sont d'abord français. Donc Jean-Luc Mélenchon ne peut pas à la fois dire vous les voyez toujours différemment et en même temps les voir, lui, systématiquement différemment et si possible les réduire à ce qu'il y a de, là en l'occurrence, de fraudeurs parmi cette population. Donc évidemment l'accusation en racisme est pénible parce qu'elle est systématique et là en l'occurrence la question est beaucoup plus la fraude que la question du Maghreb. Et ensuite la troisième question dont nous parle aussi, la troisième accusation, troisième indignation dont nous parle aussi Jean-Luc Mélenchon, c'est vous divisez le pays et le vrai sujet de toute façon c'est la fraude fiscale.
Alors bon, si on divise le pays en parlant de la fraude sociale, probablement on divise aussi le pays en parlant de la fraude fiscale, si je me mets dans leur cerveau. Mais c'est pas grave. Donc dans un sens, parce que diviser le pays dans un sens ça marche, mais dans l'autre sens ça marche plus. Bon, très bien. Mais dans un sens ou dans un autre, cette partie de ping-pong qui dure depuis des années et qui empêche tout le monde d'agir concrètement sur les fraudes fiscales et sociales qui existent toutes les deux est assez pénible. Évidemment que les deux, la fraude fiscale et la fraude sociale, pèsent notamment sur les impôts des Français, pour faire un raccourci, et exaspèrent de la même manière, mais de la même manière que toutes les dépenses, toutes les gabegies, on va dire, financières de l'État qui sont tirées des impôts des Français. Donc lutter contre la fraude tout court ne divise pas le pays. Elle l'unit, sauf peut-être si on considère les fraudeurs. Alors c'est sûr, ça divise le pays contre les fraudeurs, mais ça, à la limite, c'est quand même le rôle du politique que d'éviter qu'il y ait des fraudeurs. Donc vous voyez, ces trois arguments sont assez connus, ils sont assez répétitifs, mais ils ne répondent pas à la seule vraie question qui devrait être posée, même par les oppositions, par rapport à ce que dit Bruno Le Maire, à savoir, est-ce qu'il existe ou non un problème de fraude sociale? Est-ce qu'il existe ou non un problème de fraude fiscale? Et est-ce que l'évocation du Maroc a un sens dans cette phrase? C'est la seule question. Ils pourraient poser des arguments sur ces questions-là. Ils ne le font pas. Alors justement, pourquoi est-ce que Bruno Le Maire évoque le Maghreb? Et est-ce qu'on ne peut pas s'accorder à dire quand même que malgré tout, c'est une manière étrange, peut-être, d'aborder le sujet? La ficelle, en fait, c'est dans la réduction que Bruno Le Maire fait, parce qu'il sait qu'en évoquant simplement le Maghreb ou ailleurs, dit-il, il y a beaucoup de gens qui comprennent ce qu'il veut dire. Pourquoi ? Parce que la question de l'immigration pèse en partie sur la question de la fraude sociale, puisque c'est celle-là qu'il évoque, et que nous avons un lien particulier dans notre immigration avec le Maghreb. Voilà la réduction que Bruno Le Maire fait. Il n'évoque pas l'immigration, il n'évoque pas tous les pays d'origine dans lesquels repartent une partie de ces aides, et il dit le Maghreb, et vous avez tous compris qu'en fait je voulais parler du poids de l'immigration sur la fraude sociale. Voilà ce qu'il dit. Il y a beaucoup de Français chez qui ça va résonner, en effet, et c'est là où la ficelle, en effet, est un peu grosse. Mais Gabriel Attal avait déjà... Pourquoi est-ce qu'il évoque ça malgré tout ? Gabriel Attal avait déjà annoncé qu'à partir du 1er juillet, il sera impossible de verser une allocation, quelle qu'elle soit, sur un compte à l'étranger, hors Union européenne. Apparemment, c'est plus l'étranger, l'Union européenne. Bon. Donc, il sera impossible de le faire. Pourquoi ? Parce que ces allocations ne sont versées qu'à des gens qui sont censés résider en France. Donc, on se dit, si les comptes sont à l'étranger, c'est déjà peut-être une manière de restreindre cet argent qui sort et qui ne devrait pas sortir. C'était déjà une information pour beaucoup, d'ailleurs. C'était déjà une information pour beaucoup, évidemment. Et alors, il existe en réalité un sujet sur la prise en charge, notamment par le biais de l'assurance maladie, de gens qui, en effet, existent à l'étranger. C'est un sujet qui existe, notamment avec le Maghreb et encore plus précisément avec l'Algérie, puisque vous savez que avec l'Algérie, c'est même pas, ça relève même d'exceptions qui sont faites par les fameuses conventions que nous avons avec eux, notamment sur le terrain des soins. Il y avait cette question du minimum vieillesse également, qui est de personnes qui touchent le minimum vieillesse, qui sont censées habiter en France et qui, pour partie, viennent en France une fois par an et habitent à l'étranger. C'est notamment le cas des fameux retraités algériens. C'est une des présidentes de la Cour des comptes qui, il y a quelques années, avait évoqué ce sujet. Ça avait focalisé l'attention de beaucoup de gens et donc c'est un exemple qui est revenu souvent. Voilà pourquoi il en parle. Mais au-delà de ça, on a la Cour des comptes qui, dans un rapport en 2020, affirme qu'il existe 75,3 millions d'assurés sociaux dans un pays de 67 millions d'habitants. Donc, pardonnez-moi, on a un problème. Je veux dire, c'est évident qu'il y a un problème. Il y a beaucoup plus d'assurés sociaux que de personnes qui vivent dans ce pays. Donc, soit les gens sont à l'étranger, soit ils n'existent pas. Dans les deux cas, il est temps de se pencher sur le problème. Ensuite, dans un rapport encore plus frais, de mai 2022, cette fois-ci, la Cour des comptes nous affirme que ce qui était autrefois la CMU, donc désormais la PUMA, donc la couverture médicale universelle, est touchée, mais asseyez-vous bien, parce que par 2,5 millions de personnes qui ne sont pas ou plus censées être sur le territoire français. C'est pas 20 000 personnes, 2,5 millions de personnes qui donc ont des frais, peuvent être soignées avec l'aide sociale qui va avec, en gros, de la France. Et évidemment, il y a la complémentaire qui va avec ça. Et on apprend par ailleurs dans ce rapport que Pôle emploi ne vérifie pas que les gens vivent encore en France lorsqu'ils touchent l'allocation chômage. Alors là, ça n'est pas chiffré. Mais là, la Cour des comptes nous dit on a un énorme problème. Il n'y a aucune vérification qui est faite. Vous pouvez toucher l'allocation chômage
en étant repartis vivre ailleurs ou en étant partis vivre ailleurs, puisque ça peut être le cas pour certains expatriés. Donc cette question, elle existe sur l'étranger. Alors le Maghreb est évidemment très présent dans l'imaginaire français quand on parle d'immigration parce qu'il est très représenté dans l'immigration tout court. Et on pourrait même ajouter à cette question de ce qu'on appelle la fraude sociale, tout simplement la question de l'immigration clandestine et de ces personnes qui travaillent parfois avec de faux papiers. On a eu un exemple très récemment, une personne qui a pris des dizaines de milliers d'euros d'allocations, qui travaillait avec un faux passeport, en l'occurrence. Alors là, c'était une personne, mais il y a énormément de cas comme ça. Donc vous voyez que ce sujet existe. Il devrait être possible pour tous les hommes politiques de se dépassionner en l'abordant quand on sait que cet argent est celui du contribuable français qui n'en peut plus précisément de payer des impôts et de poser la question à répétition sans cesse de dire mais à quoi sert cet argent ? Les gens veulent bien payer des impôts, évidemment, mais à quoi sert-il ? Eh bien, en l'occurrence, ce sujet-là existe. Alors, ces sujets engendrent toujours, Charlotte Dornelas, des débats sans fin autour des chiffres, fraude sociale, fraude fiscale. Est-ce seulement possible de s'y retrouver ? Mais c'est très difficile parce que par définition, la fraude, elle n'est pas chiffrée. Les gens ne déclarent pas très précisément ce qu'ils fraudent. Bon. Alors, on a la fraude fiscale. Alors, il y a un chiffre qui est toujours cité, qui est celui du syndicat Solidaires Finances Publiques, qui dit entre 80 et 100 milliards d'euros. Entre 80 et 100 milliards d'euros. Le problème, c'est que très précisément, ce chiffre recoupe tous les manquements fiscaux. Donc, vous avez les divergences d'appréciation entre le fisc, en gros, et la personne, des erreurs qui sont faites, et la fraude. Alors, on a un chiffre un peu plus précis, c'est Gabriel Attal qui nous annonçait qu'il y avait eu 14 milliards de redressement. Il annonçait ça il y a quelques temps, dont 5 milliards concernés par la fraude fiscale. Il y a un rapport du fisc, lui aussi, qui nous dit qu'il y a entre 20 et 25% des dossiers qui concernent la fraude fiscale, ce qui veut dire qu'on arrive quand même à 30 milliards de fraude fiscale. Donc c'est un chiffre énorme. Donc évidemment qu'il faut s'occuper de la question de la fraude fiscale. Donc vous voyez, ce sont des proportions énormes. Sur la fraude sociale, on a toujours tendance à dire ça n'a absolument rien à voir avec la fraude fiscale. Comme Guillaume Bigot. Non, mais ce sont des chiffres beaucoup plus bas. Alors la fraude sociale, il y a beaucoup moins d'évaluation de la fraude sociale, c'est beaucoup plus difficile, mais ça commence à venir depuis quelque temps. Or, on a deux sortes de fraude sociale. La fraude aux cotisations. Alors là, il y a l'URSSAF qui nous dit c'est 9 milliards d'euros, la fraude aux cotisations. Et alors, c'est Charles Prats, vous savez, le magistrat qui a énormément travaillé là-dessus, qui lui dit qu'à l'époque où il travaillait à la Cour des comptes, la Cour des comptes évaluait ça à 25 milliards d'euros pour la fourchette haute en 2012. Donc, vous voyez, les fourchettes sont très larges, mais quoi qu'il arrive, il y a beaucoup d'argent. Et ensuite, il y a la fraude aux prestations sociales cette fois-ci. Alors là, les évaluations existent encore moins, puisque vous savez, quand on parle des fraudes aux prestations, c'est là où on nous dit vous voulez attaquer les pauvres comme si les pauvres étaient des fraudeurs. Non, les pauvres ne sont pas des fraudeurs. Par contre, il existe des fraudeurs parmi les riches, il existe des fraudeurs parmi les pauvres. Voilà, c'est deux choses assez différentes. Et là, on a, je vais vous donner simplement deux exemples, les allocations familiales. Il y a quelques années, ils nous disaient c'était 600 millions de fraude. Et là, cette année, ils reconnaissent un taux de fraude de 3,6%, c'est-à-dire 2,8 milliards. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de fraudeurs, ça veut dire que l'évaluation est plus précise et à mesure qu'elle se précise, elle augmente. Et les assurances maladie, ils viennent d'évaluer 19 milliards des 244 milliards de dépenses qu'ils font chaque année et ils arrivent à peu près à un taux de 5%. Or, dans tous les organismes, on vous dit le taux de fraude, il est en gros de 5%. Le vrai problème qu'on a en France, c'est que si vous faites 5% de toutes les dépenses de protection sociale en France, vous arrivez à 45 milliards d'euros. Évidemment que c'est énorme. Pourquoi ? Parce que le taux de dépenses de protection sociale en France, il est de 900 milliards d'euros. Donc même à 5% de fraude, ça veut dire qu'il y a une petite minorité de fraudeurs, évidemment, mais ça fait tout de suite des sommes énormes. Et donc c'est là où on a envie de dire à Bruno Le Maire, le montant de la fraude est énorme parce que les dépenses le sont et que c'est peut-être là qu'il faudrait mettre son nez. Parce que les Français, quand ils disent qu'ils n'en peuvent plus de payer des impôts et de ne pas comprendre, ils recouvrent beaucoup plus de choses que la seule fraude. Il y a le fonctionnement de l'État, la fraude évidemment, et c'est un sujet auquel il faut s'attaquer, les prestations sociales tout court et leur mode d'attribution. Donc c'est évidemment un dossier beaucoup plus large que la simple phrase que Bruno Le Maire a dite pour faire réagir beaucoup de Français, à raison en l'occurrence, mais c'est un peu court, jeune homme, je dirais.